Palm Springs, Californie, 1996. Un jeune homme de 23 ans participe à un triathlon quand une camionnette le percute à plus de 4. Son corps s'envole dans les airs et il frappe l'asphalte avec un bruit que les témoins n'oublieront jamais. 6 vertèbres pulvérisées, des fragments d'os qui compriment la moelle épinière. Le diagnostic est unanime. Sans chirurgie immédiate, paralysie à vie. Les médecins veulent ouvrir son dos, insérer des tiges métalliques, fusionner sa colonne avec des vis. Le meilleur résultat possible? Marcher, mais avec une douleur chronique pour toujours. Il ne courra plus jamais. Il ne compétitionnera plus jamais. Il ne vivra plus jamais sans une cage d'acier pour tenir sa colonne. Le jeune homme entend le verdict, allongé sur une civière, incapable de bouger, sans que la douleur le traverse comme un éclair. Les médecins attendent sa signature pour l'opérer en urgence. Il dit non. Ce qu'il fait pendant les 9 semaines suivantes défie tout ce que la médecine considère comme possible. Sans chirurgie, sans médicaments. Seulement lui, allongé sur le ventre, sur un lit. Et une seule chose, son esprit. Il reconstruit sa colonne détruite, vertèbre par vertèbre, cellule par cellule, heure après heure. Au bout de 9 semaines, il se lève et il marche, sans douleur, sans tige, sans paralysie. 3 mois plus tard, il s'entraîne de nouveau. 1 an plus tard, il franchit l'arrivée d'un autre triathlon. Il s'y appelle Joe Dispenza. Depuis presque 4 décennies, il essaie de comprendre exactement ce qu'il a fait pendant ces 9 semaines. Il a documenté des milliers de guérisons jugées impossibles chez des gens du monde entier, des tumeurs qui disparaissent, des maladies terminales qui régressent, des aveugles qui retrouvent la vue. Le tout mesuré par IRM et analyse de sang. Ce n'est pas de la magie, ce n'était pas une foi aveugle. C'était de la neuroscience. C'est comprendre qu'à l'intérieur de ton crâne vivent 3 cerveaux et que ces 3 cerveaux peuvent transformer ton corps en sa propre pharmacie, en son propre chirurgien, en son propre miracle. Ce que tu vas entendre maintenant, c'est la méthode exacte qu'il a utilisée pour reconstruire son corps. Et comment tu peux faire pareil? Chapitre 1. Les 3 cerveaux qui vivent en toi. Pendant que j'étais allongé sur le ventre dans ce lit, incapable de bouger sans que la douleur me coupe en deux, j'ai dû affronter une question qui a changé ma vie pour toujours. Si les médecins avaient raison et que ma colonne était détruite, sans possibilité de réparation, pourquoi étais-je encore en vie? Quelle intelligence avait maintenu mon cœur en mouvement? Mes poumons en respiration? Mon sang en circulation? Alors que j'étais inconscient sur le asphalte, cette question m'a conduit à une découverte que la plupart des gens ne font jamais. Dans ton crâne, il n'y a pas un seul cerveau. Il y en a 3 cerveaux complètement différents. Chacun avec sa propre intelligence, sa propre fonction, son propre langage. Et quand tu apprends à communiquer avec les 3, ton corps peut faire des choses que la médecine considère comme impossibles. Le premier cerveau, tout le monde le connaît. Il s'y appelle le néocortex. C'était la couche externe, la plus récente sur le plan évolutif. C'est le cerveau qui pense. Celui qui analyse, raisonne, planifie, imagine. Quand tu penses au futur ou que tu te souviens du passé, tu utilises ton néocortex. Mais voilà le problème. Le néocortex ne représente que 5% de ton activité mentale. Les 95% restants se passent dans les 2 autres cerveaux. Le deuxième cerveau s'appelle le système limbique. C'était le cerveau émotionnel. Il ne pense pas, il ressent. C'est lui qui génère la joie, la tristesse, la peur, la colère, l'amour. Mais il fait quelque chose d'encore plus important. Le cerveau limbique décide quelles expériences deviennent des souvenirs à long terme. Il ne stocke que les expériences chargées d'une émotion intense. Voilà pourquoi tu te souviens exactement où tu étais quand tu as reçu une nouvelle dévastatrice. Cette émotion, c'était le langage du cerveau limbique. Et il est directement connecté à ton corps. Le 3e cerveau est le plus ancien et le plus puissant. On l'appelle le cervelet ou cerveau reptilien. Il se situe à la base de ton crâne. Il possède plus de connexions neuronales que les 2 autres réunies. Et il contrôle tout ce qui te maintient en vie sans que tu aies besoin d'y penser. Ton cœur bat environ 70 fois par minute sans que tu le lui ordonnes. Tes poumons respirent sans ta permission. Ton système immunitaire attaque des envahisseurs dont tu ignores même l'existence. C'est cette intelligence qui a maintenu mon corps en vie quand j'étais inconscient sur l'asphalte. Et voici le secret que j'ai découvert pendant ces 9 semaines. Le cerveau reptilien ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée si elle est vécue avec assez d'intensité émotionnelle. Pour lui, les 2 sont réels. Quand tu fais un cauchemar, ton cœur s'accélère. Tu transpires, ta respiration s'agite. Ton corps réagit comme si le danger était réel. Alors que tu dors, le cerveau reptilien ne sait pas que tu rêves.
Pour lui, la menace est réelle, et la même chose fonctionne dans les autres sens. Si tu peux imaginer ta guérison avec assez de détails et assez d'émotions, ton cerveau reptilien répondra comme si cette guérison était déjà en train d'arriver. Il enverra les signaux chimiques nécessaires, il activera les gènes de réparation, il mobilisera les ressources du corps, là où tu les diriges avec ton esprit. C'est exactement ce que j'ai fait pendant 9 semaines. Chaque jour, pendant des heures, je plongeais dans un état de concentration si profond que je pouvais visualiser chaque vertèbre de ma colonne. Je les voyais avec une clarté totale. Ensuite, j'imaginais comment elles se reconstruisaient. Ce n'était pas une fantaisie vague, c'était une visualisation précise, répétée, jusqu'à ce que je puisse sentir physiquement les changements dans mon dos. Mais la visualisation seule ne suffisait pas. Je devais impliquer le cerveau émotionnel. Pendant que je visualisais mes vertèbres en train de guérir, je produisais l'émotion d'être complètement guéri. Je ressentais la gratitude de pouvoir remarcher. Je ressentais la joie de pouvoir courir un autre triathlon. Avec une intensité telle que, dans mon corps, c'était comme si c'était déjà arrivé. Voilà la combinaison que les 3 cerveaux comprennent. Le néocortex crée l'is-image. Le système limbique ajoute l'is-émotion. Et le cerveau reptilien exécute les changements dans le corps. Les médecins ne pouvaient pas expliquer ce qui s'était passé. Les radiographies montraient des vertèbres qui n'auraient jamais dû guérir sans chirurgie. Une colonne qui n'aurait jamais dû me porter debout. Mais moi, je savais exactement. J'avais appris à parler la langue de mes 3 cerveaux. Dans les prochains chapitres, je vais t'apprendre exactement comment communiquer avec chacun. Tu vas apprendre les techniques spécifiques que j'ai utilisées pendant ces 9 semaines. Mais d'abord, tu dois comprendre quelque chose de crucial. Ton corps ne tombe pas en panne par hasard. Il suit des instructions que toi-même, tu lui donnes sans le savoir. Et ce que j'ai découvert sur l'origine réelle de la maladie m'a profondément perturbé. C'est ce que je vais révéler dans le prochain chapitre. Chapitre 2. Pourquoi ton corps crée la maladie? Ce que je vais te révéler maintenant est probablement la chose la plus difficile à accepter. Ton corps ne tombe pas malade par accident. Il ne tombe pas malade par malchance. Il ne tombe pas malade parce que quelque chose d'extérieur l'a attaqué. Ton corps tombe malade parce que chaque jour, tu lui ordonnes de tomber malade sans le savoir, avec tes pensées et avec tes émotions répétées. Je vais t'y expliquer comment ça fonctionne. Ton corps est conçu pour survivre à des menaces de courte durée. Quand un lion te poursuit, ton cerveau active ce qu'on appelle la réponse au stress. Il libère de l'adrénaline et du cortisol. Ton cœur s'y accélère. Ta respiration s'agite. Le sang quitte tes organes internes pour aller vers tes muscles. Ton système immunitaire se coupe temporairement. Ta capacité à penser clairement diminue. Tout ton corps passe en mode urgence. Et c'était parfait. Si le lion te poursuit 10 minutes, tu cours, tu t'échappes, tu survis, et ensuite, ton corps revient à la normale. Le problème, c'est que l'être humain moderne a appris à activer cette urgence. Non pas 10 minutes, mais des jours, des semaines, des mois, des années entières. Ce n'était pas un lion qui te poursuit, c'est le crédit immobilier, c'est le patron. Yacht et les embouteillages, c'était une dispute avec ton partenaire. C'était les inquiétudes pour tes enfants. C'était la peur de l'hiver à venir. Et à chaque fois que tu penses à ces problèmes, ton corps réagit exactement comme si un lion te poursuivait. Et là, c'était dévastateur. Ton corps ne peut pas rester en mode urgence en permanence sans se détruire. Quand la réponse au stress s'active de façon chronique, ton système immunitaire s'affaiblit. Tes organes ne reçoivent pas assez de sang. Tes cellules ne se régénèrent plus. Tes gènes de réparation se coupent. Ton corps cesse littéralement de se guérir parce qu'il est trop occupé à se préparer à une menace qui ne finit jamais. La première personne qui me l'a prouvé de manière indiscutable, c'était une femme qui s'appelait Sandra. Elle est venue à un de mes ateliers à Chicago en 2000. Elle avait 52 ans. Et depuis 8 ans, elle souffrait d'une polyarthrite rhumatoïde sévère. Ses mains étaient si déformées qu'elle ne pouvait pas tenir un verre. Ses genoux étaient si enflammés qu'elle marchait à peine. La première chose que je lui ai demandé n'était pas ses symptômes. Je lui ai demandé sa vie. Elle m'a raconté que son mari l'avait quittée exactement 8 ans plus tôt. Il l'avait quittée pour sa meilleure amie. Elle avait perdu sa maison. Elle avait perdu ses économies. Elle avait perdu sa confiance en tout. Et depuis ce jour, pas un seul matin ne passait sans qu'elle se réveille en pensant à la trahison, en revivant la douleur, en nourrissant le ressentiment. Sandra n'y avait pas juste de l'usarthrite. Elle avait 8 ans de guerre chimique contre son propre corps. Chaque pensée de trahison déclenchait sa réponse au stress. Chaque souvenir douloureux inondait son sang de cortisol. Chaque matin de ressentiment coupait un peu plus son système immunitaire. Son corps ne lui attaquait pas. Il obéissait.
Il obéissait aux instructions qu'elle lui donnait, à chaque pensée répétée. Je lui ai enseigné quelque chose qui a changé sa vie. Ton corps ne fait pas la différence entre un événement réel et un événement dont tu te souviens. Quand tu te rappelles quelque chose de douloureux avec assez 10 émotions, ton corps réagit comme si ça se passait maintenant. Sandra revivait son divorce tous les jours depuis 8 ans. Pour son corps, le traumatisme n'avait jamais pris fin. Je lui ai donné une pratique précise. Chaque matin, avant de se lever, elle devait intercepter ses premières pensées. Le moment où l'esprit commence à rappeler les problèmes, c'est le moment le plus dangereux. Au lieu de laisser son esprit partir automatiquement vers le ressentiment, elle devait le rediriger consciemment vers la gratitude. Pas une gratitude fausse, pas une gratitude forcée, une gratitude simple et réelle. L'esther qui entre dans ses poumons, le battement de son cœur, le lit où elle se repose. Et elle devait ressentir cette gratitude dans son corps, pas seulement y penser. Elle devait maintenir cet état au moins 10 minutes avant de se lever. La gratitude fait quelque chose d'extraordinaire dans ton cerveau. Elle active exactement l'opposé de la réponse au stress. Elle libère de l'ocytocine et de la sérotonine. Elle réduit le cortisol. Elle active ton système immunitaire. Elle renvoie le sang vers tes organes. Elle rallume les gènes de réparation. Ton corps sort du mode urgence et il entre en mode régénération. Sandra a pratiqué ça religieusement pendant 3 mois. Ce ne lui était pas facile. 8 ans de pensée automatique ne se changent pas en une semaine. Mais petit à petit, quelque chose a commencé à bouger. Dès d'abord, elle a mieux dormi. Ensuite, l'inflammation dans ses genoux a diminué. Puis, elle a pu bouger ses doigts avec moins de douleur. Au bout de 6 mois, ses analyses de sang ont montré quelque chose que son rhumatologue a appelé impossible. Les marqueurs inflammatoires étaient revenus à des niveaux normaux. Son système immunitaire avait cessé d'attaquer ses articulations. Sandra n'avait pris aucun nouveau médicament. Elle avait seulement changé ce qu'elle pensait chaque matin. Ton corps est un instrument. Il répond aux signaux que tu lui envoies. Si tu lui envoies des signaux de danger en permanence, il se prépare au danger en permanence. Si tu lui envoies des signaux de sécurité et de gratitude, il se répare en permanence. La maladie n'est pas quelque chose qui t'arrive. C'était quelque chose que tu crées. Et ce que tu peux créer, tu peux le décréer. Tu dois seulement apprendre comment. Chapitre 3. La méditation qui reconstruit les cellules. Pendant les 9 semaines où je suis resté immobile dans ce lit, j'ai développé une pratique qui allait devenir la base de tout ce que j'enseigne aujourd'hui. Ce n'était pas une méditation ordinaire, ce n'était pas juste de la relaxation, ce n'était pas une visualisation classique. C'était quelque chose de beaucoup plus précis. C'était apprendre à donner des instructions spécifiques à mes cellules, pendant que mon corps se trouvait dans l'état exact où il pouvait les entendre. La plupart des gens essaient de se guérir depuis le mauvais état. Ils s'assoient pour méditer alors que leur esprit est encore en accéléré. Ils essaient de visualiser la guérison alors que leur corps est toujours en mode stress. C'était comme essayer d'éteindre une conversation en chuchotant pendant qu'un avion décolle juste à côté. Ton corps ne peut pas t'entendre quand il est en état d'urgence. La première étape, c'était d'entrer dans un état cérébral spécifique. Quand tu es éveillé et actif, ton cerveau fonctionne en ondes bêta. Ce sont des ondes rapides. Elles sont parfaites pour analyser et résoudre des problèmes. Mais elles sont totalement inutiles pour communiquer avec ton corps. En bêta, ton esprit conscient est si actif qu'il bloque toute instruction vers le subconscient. Je devais d'abord descendre en ondes alpha. Alpha, c'était l'état de relaxation légère. Quand tu fermes les yeux et que ton esprit commence à se calmer. Mais alpha n'y était pas suffisant. Je devais atteindre le θ. Le θ, c'est l'état juste avant de t'endormir. Quand ton corps est complètement détendu, mais que ton esprit reste conscient. En θ, la porte vers le subconscient est totalement ouverte. J'ai développé une technique pour atteindre le θ de façon constante. Je l'ai appelé le balayage corporel descendant. Je commençais par fermer les yeux et je portais toute mon attention sur le sommet de ma tête. Je ressentais cette zone pendant quelques secondes. Puis je descendais mon attention vers mon front, puis vers mes yeux, vers mes joues, vers ma mâchoire. Très lentement, zone par zone. Je descendais à travers tout mon corps. Le secret, c'était la lenteur. Chaque zone demandait au moins 10 secondes d'attention pure. Je ne pensais pas à cette partie du corps, je la ressentais. Et il y a une différence énorme entre penser et ressentir. Penser te maintient en bêta. Ressentir te fait passer en alpha, puis en θ. Quand j'arrivais à mes pieds, mon corps était complètement détendu et mon esprit était entré en θ. Je pouvais le sentir. C'était comme flotter. Le bruit mental s'y était éteint. Ma respiration était lente et profonde. Mon corps se sentait lourd et léger. En même temps,
Et c'est là que commençait le vrai travail. Dans cet état, je visualisais ma colonne vertébrale, mais je ne l'imaginais pas de façon vague. Je la voyais avec le niveau de détail d'une radiographie. Chaque vertèbre, chaque disque, chaque nerf. J'avais étudié l'anatomie de manière obsessionnelle pour visualiser avec une précision exacte. Et c'était crucial. Ton cerveau ne peut pas reconstruire ce qu'il ne peut pas imaginer clairement. Ensuite, je commençais à voir la reconstruction. Je visualisais des cellules arrivant vers les vertèbres endommagées. Je les voyais déposer du nouveau calcium. Je voyais les fragments d'ito se fusionner. Je voyais les disques se régénérer. Je voyais les nerfs guérir. Tout au ralenti, avec le niveau de détail le plus élevé possible. Mais voici la partie que la plupart des gens ne comprennent pas. La visualisation seule ne suffit pas. Tu dois ajouter l'is-émotion. Ton cerveau limbique a besoin d'un signal émotionnel pour prendre la visualisation au sérieux. Alors pendant que je voyais ma colonne se reconstruire, je générais l'émotion d'être complètement sain. Pas l'is-émotion de vouloir être sain, l'is-émotion d'être déjà sain. Et la différence est abysmale. Vouloir quelque chose dit à ton cerveau que tu ne l'as pas. Ressentir de la gratitude pour quelque chose dit à ton cerveau que tu l'as déjà. Et ton cerveau travaille pour maintenir ce qu'il croit que tu possèdes déjà. Je ressentais de la gratitude pour ma colonne parfaite. Je ressentais la joie de pouvoir marcher. Je ressentais l'excitation de pouvoir participer à une compétition à nouveau. Ces émotions devaient être si réelles que mon corps réagissait physiquement. Mon cœur s'y accélérait légèrement. Ma peau frissonnait. Et parfois, des larmes coulaient sur mes joues. C'était le signe que ça fonctionnait. Mon corps recevait le message. Je faisais ça 1 heure chaque matin, 1 autre heure chaque après-midi, et encore 1 heure avant de dormir. 3 heures par jour, pendant 9 semaines. Ce n'était pas facile. La douleur était constante. Le doute était constant. Mais chaque fois que le doute apparaissait, je me rappelais quelque chose qui me gardait concentré. Si mon esprit avait été capable de maintenir mon corps en vie pendant que j'eusse été inconscient, pourquoi ne pourrait-il pas reconstruire des vertèbres si je lui donnais des instructions claires? Au bout de 4 semaines, j'ai commencé à remarquer des changements. La douleur diminuait dans certaines zones. Je ressentais des picotements là où avant il n'y avait que de l'engourdissement. Quelque chose était en train de se produire. À la 6e semaine, les radiographies montraient quelque chose que les médecins ne pouvaient pas expliquer. Il y avait une formation de nouvel os là où il n'aurait jamais dû y en avoir. Les fragments commençaient à se fusionner sans intervention chirurgicale. À 9 semaines, je me suis levé et j'ai marché. La technique que j'ai utilisée n'est pas réservée aux colonnes vertébrales brisées. J'ai vu des personnes l'utiliser pour des tumeurs, pour des maladies auto-immunes, pour des conditions que les médecins avaient déclarées incurables. Le principe reste toujours le même. Entrer en theta, visualiser avec précision, ajouter une émotion intense, répéter jusqu'à ce que ton corps n'ait plus d'autre choix que d'obéir. Ton corps attend des instructions. La question, c'est de savoir si tu apprendras à les donner correctement. Chapitre 4. Le corps mémorise la maladie. Il y a quelque chose que j'ai découvert des années après mon accident. Quelque chose qui expliquait pourquoi tant de personnes n'arrivaient pas à guérir, même en faisant tout correctement. Ce n'était pas un manque de foi. Ce n'était pas un manque de pratique. C'était quelque chose de beaucoup plus profond. Leur corps avait mémorisé la maladie. Et tant que cette mémoire restait active, aucune technique mentale ne pouvait fonctionner pleinement. Chaque fois que tu as une pensée, ton cerveau produit des substances chimiques spécifiques. Une pensée de peur produit du cortisol et de l'adrénaline. Une pensée de amour produit de l'ocytocine. Une pensée de colère déclenche une cascade différente de molécules. Ton corps ressent immédiatement ces substances. C'était ce que nous appelons une émotion. L'émotion est le langage chimique avec lequel ton cerveau parle à ton corps. Maintenant, voici le point crucial. Quand tu répètes les mêmes pensées jour après jour, tu produis les mêmes substances jour après jour. Et ton corps devient littéralement dépendant de ces substances. Tes cellules développent des récepteurs spécifiques pour les molécules qu'elles reçoivent le plus souvent. Elles commencent à en avoir besoin pour se sentir normales. Cela signifie quelque chose de dérangeant. Si tu as passé des années à penser des pensées de stress, ton corps est devenu accro au stress. Si tu as passé des années dans le ressentiment, ton corps est devenu accro aux substances chimiques du ressentiment. Ton corps ne se contente plus de réagir à tes émotions. Il les exige. Il en a besoin. Il les recherche. Voilà pourquoi il est si difficile de changer. Ce n'était pas seulement une habitude mentale. C'était une dépendance cellulaire. Quand tu essaies de penser différemment, ton corps entre en manque. Il se sent mal. Il se sent étrange. Il se sent en danger.
et il t'envoie des signaux urgents pour que tu retournes à l'ancien schéma, pour que tu recommences à produire les substances chimiques dont il est dépendant. Une femme nommée Patricia est venue à mon atelier à San Diego il y a 10 ans. Elle souffrait de fibromyalgie depuis 15 ans, des douleurs constantes dans tout le corps, une fatigue chronique. Aucun traitement n'y avait fonctionné. En discutant avec elle, j'ai découvert quelque chose de révélateur. Patricia avait vécu avec un mari violent pendant les 10 premières années de son mariage. Elle avait réussi à s'échapper 15 ans plus tôt, exactement au moment où la fibromyalgie avait commencé. Je lui ai posé une question qui l'a déstabilisée. Je lui ai dit « Patricia, je sais que tu as quitté ton mari, mais as-tu quitté les émotions que tu ressentais quand tu vivais avec lui ?» Elle mit sa regardée, confuse. Je lui ai expliqué que son corps avait mémorisé 15 ans de peur, 15 ans de tension constante, 15 ans à être toujours en alerte. Chaque muscle avait appris à se contracter en attendant la prochaine attaque. Chaque nerf avait appris à rester en vigilance permanente. Même si l'agresseur n'était plus là, son corps vivait encore comme s'il l'était. Son corps ne savait pas qu'elle avait fui 15 ans plus tôt. Pour ses cellules, la menace était toujours présente. La fibromyalgie n'était pas une maladie mystérieuse, c'était le corps de Patricia qui continuait à se préparer à un danger qui n'existait plus. Le problème, c'est qu'elle ne pouvait pas simplement décider de se détendre. Son corps était devenu dépendant des substances chimiques de la peur et de la tension. Quand elle essayait de se relaxer, quelque chose en elle se sentait vulnérable, exposée, en danger. Son corps sabotait chaque tentative de paix, parce que la paix semblait dangereuse. Le stress, lui, semblait sûr, familier, normal. Je lui ai appris qu'elle devait faire plus que changer ses pensées. Elle devait reprogrammer son corps. Elle devait apprendre à ses cellules que la guerre était terminée, qu'il était sûr de se détendre, qu'elle pouvait relâcher la tension sans que rien de mauvais n'arrive. La technique que je lui ai donnée était simple, mais elle demandait une persévérance brutale. Chaque fois que son corps entrait en tension automatique, elle devait faire une pause consciente, respirer profondément et dire à son corps, à voix haute, le danger est passé. Je suis en sécurité maintenant. Tu peux relâcher. Ce n'était pas suffisant de le penser. Elle devait le ressentir. Elle devait convaincre ses cellules que c'était vrai. Et elle devait le faire des centaines de fois par jour au début. Chaque fois qu'elle remarquait ses épaules tendues, chaque fois que Faye sentait sa mâchoire serrée, chaque fois que sa respiration devenait superficielle. Les premiers mois ont été difficiles, son corps résistait. À chaque tentative de relaxation, l'anxiété revenait. Elle se sentait mal au moment même où elle aurait dû se sentir bien. C'était le syndrome de manque. Ses cellules réclamaient les substances chimiques du stress. Mais Patricia a persisté. Et progressivement, quelque chose a changé. Son corps a commencé à prendre un nouvel état normal. Ses muscles ont commencé à relâcher des tensions qu'il portait depuis des décennies. Son système nerveux a commencé à se recalibrer. Au bout de 8 mois, la douleur avait diminué de 60. Au bout d'un an, elle pouvait faire des choses qu'elle n'avait pas faites depuis 15 ans. Marcher sans douleur, dormir sans se réveiller épuisé, vivre sans se sentir en guerre permanente. Patricia n'a pas guéri sa fibromyalgie avec des médicaments. Elle l'a guéri en apprenant à son corps que la guerre était finie. Elle lui a donné la permission de libérer des mémoires qu'il portait depuis des décennies. Ton corps se souvient de tout, chaque traumatisme, chaque peur, chaque tension. Et il continue de réagir à ces souvenirs comme s'ils étaient présents. La véritable guérison n'est pas seulement de changer ton esprit, c'est de libérer ton corps d'un passé qui n'existe plus. Chapitre 5. Changer le programme génétique. Pendant des décennies, on nous a enseigné un mensonge qui a condamné des millions de personnes à des maladies qu'elles auraient pu éviter. Ce mensonge est le suivant. Tes gènes déterminent ton destin. Si ton père a eu un cancer, tu auras un cancer. Si ta mère a eu du diabète, tu auras du diabète. Si ta famille a des antécédents de maladies cardiaques, ton cœur est condamné. Ce mensonge est confortable, parce que puis il enlève toute responsabilité. Ce n'est pas ma faute, ce sont mes gènes. Mais c'était un mensonge dévastateur, parce que fille te retire tout pouvoir. Si tes gènes contrôlent ta santé, alors tu ne peux rien faire. Tu peux seulement attendre que la maladie familiale apparaisse. Ce que la science a découvert au cours des 20 dernières années change tout. Cela s'appelle lutte épigénétique. Et elle démontre que tes gènes ne sont pas ton destin. Ce sont seulement des possibilités. Tu décides lesquelles s'y activent et lesquelles restent endormies. Pense à ton ADN comme à un immense piano, avec des milliers de touches. Chaque touche représente un gène différent. Certaines touches produisent la santé, des autres produisent la maladie. Le piano est là, avec toutes ces touches disponibles. Mais c'est toi le pianiste. C'est toi qui décides quelle touche presser. Qu'est-ce qui appuie sur les touches génétiques? Tes pensées et tes émotions. Chaque fois que tu produis une pensée chargée d'émotions,
tu envoies un signal chimique à tes cellules. Ce signal dicte à tes gènes quoi faire. Une pensée de peur, répétée constamment, peut activer des gènes de maladie qui dormaient. Une pensée de gratitude, répétée constamment, peut activer des gènes de réparation dont tu ignorais l'existence. Ce n'était pas une métaphore. Côté de la biologie mesurable, dans mes ateliers avancés, nous prélevons des échantillons de sang avant et après 4 jours de méditation intensive. Nous analysons l'expression génétique des participants. Les résultats ont été publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture. En seulement 4 jours, sans changer les alimentations, sans exercice, sans médicaments, uniquement avec une pratique mentale. Les participants montrent des changements mesurables dans des centaines de gènes. Les gènes liés à l'inflammation se désactivent. Les gènes liés au système immunitaire s'activent. Les gènes de réparation cellulaire, auparavant endormis, s'allument. Les gènes du vieillissement ralentissent. Tout cela en 4 jours. Uniquement en changeant les états mentaux. Un homme nommé Daniel est venu à mon atelier à New York. Il était convaincu que il allait mourir jeune. Son père était mort d'une crise cardiaque à 52 ans. Son grand-père était mort de la même chose à 5. Son frère aîné venait de faire un infarctus à 51. Daniel avait 49 ans. Il vivait avec la certitude qu'il lui restait peu de temps. Je lui ai posé une question qu'il n'avait jamais envisagée. Daniel, à quoi penses-tu concernant ton cœur chaque jour? Il me fait regarder, surpris. Puis il a répondu avec une honnêteté brutale. Je pense que c'est une bombe à retardement. Chaque matin, je me demande si aujourd'hui sera le jour. Chaque sensation étrange dans ma poitrine me fait croire que c'est la fin. Je vis en attendant le attaque. Je lui ai expliqué ce qu'il faisait sans le savoir. Chaque pensée de peur à propos de son cœur envoyait des signaux de stress à son corps. Ces signaux activaient des gènes liés à l'inflammation des artères. Il programmait littéralement son corps pour accomplir la prophétie qu'il redoutait le plus. Ce ne sont pas les gènes de son père qui allaient le tuer, c'était sa propre peur. Je lui ai enseigné une pratique différente. Au lieu de penser à son cœur comme à une bombe, il devait le visualiser comme un organe fort et sain. Chaque matin, pendant 20 minutes, il devait s'asseoir en silence, porter son attention sur sa poitrine et générer une gratitude profonde pour son cœur, remercier chaque battement, ressentir de l'appréciation pour cet organe qu'il avait maintenu en vie pendant 49 ans sans jamais faillir. Mais penser à ces choses ne suffisait pas, il devait les ressentir intensément. Il devait générer l'émotion d'avoir un cœur parfait. Il devait s'imaginer à 70 ans, puis à 80, puis à 90, courant avec ses petits-enfants, célébrant des anniversaires, vivant pleinement. Daniel a pratiqué cela pendant 6 mois. Lors de son contrôle médical suivant, ses marqueurs inflammatoires avaient chuté de manière significative. Sa pression artérielle s'était normalisée. Son cardiologue était stupéfait. Il n'avait changé ni son alimentation, ni ses médicaments. Aujourd'hui, Daniel a 58 ans, 9 ans de plus que l'âge auquel il était arrivé, convaincu de sa mort imminente. Son cœur est plus sain qu'à 40 ans. Il a brisé la malédiction familiale, non pas en changeant ses gènes, mais en changeant quel gène était actif. L'héritage génétique n'est pas une sentence, c'est une tendance. Tes gènes te donnent des prédispositions, mais c'est toi qui décides si elles se manifestent ou non. Le pouvoir n'est pas dans l'ADN que tu as hérité, il est dans les signaux que tu envoies chaque jour, avec tes pensées et avec tes émotions. Ton corps écoute tout ce que tu penses, et tes gènes obéissent. La seule question est la suivante. Quelles instructions es-tu en train de leur donner? Chapitre 6. Les ondes cérébrales qui guérissent. Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais appris à l'école. Et pourtant, cela pourrait littéralement te sauver la vie. Ton cerveau fonctionne à différentes fréquences, selon ce que tu es en train de faire. Ces fréquences s'appellent les ondes cérébrales, et chacune d'elles a un effet totalement différent sur ton corps. Certaines fréquences favorisent la maladie, des autres favorisent la guérison. Le problème, c'est que la majorité des gens passent toute leur vie coincés dans les mauvaises fréquences, sans même le savoir. Il existe 4 grandes catégories d'ondes cérébrales. La première s'appelle bêta. Ce sont des ondes rapides, entre 13 et 30 cycles par seconde. C'est les états de veille active. Quand tu analyses, quand tu planifies, quand tu réfléchis, quand tu t'inquiètes, quand tu discutes, quand tu stresses, tu es en bêta. C'est un état utile pour fonctionner dans le monde. Mais il y a un problème majeur. En bêta, ton corps est en mode survie. Ton système nerveux sympathique est activé. Ton corps se prépare à combattre ou à fuir. Il ne se répare pas. La deuxième fréquence s'appelle alpha. Ce sont des ondes plus lentes, entre 8 et 13 cycles par seconde. Tu entres en alpha quand tu fermes les yeux et que tu te détends. Quand tu rêves éveillé.
quand tu contemples sans analyser. En alpha, ton esprit commence à se calmer et ton corps commence à se relâcher. Mais alpha reste un état relativement superficiel. La troisième fréquence est θ, des ondes encore plus lentes, entre 4 et 8 cycles par seconde. C'est TTT, juste avant de t'endormir. Et juste après ton réveil, en θ, ton esprit conscient s'éteint presque complètement et ton subconscient prend le contrôle. C'est là que quelque chose d'extraordinaire se produit. Ton corps entre en mode réparation profonde. Ton système immunitaire s'active, tes cellules se régénèrent, tes gènes de guérison s'allument. La quatrième fréquence est delta. Ce sont des ondes très lentes, entre 1,5 et 4 cycles par seconde. C'était le sommeil profond, sans rêve. En delta, ton corps effectue ses réparations les plus importantes. Mais tu es complètement inconscient. Tu ne peux donc pas diriger le processus. Voici le secret qui a changé ma compréhension de la guérison. La majorité des gens passent presque toute leur journée en bêta élevé, stressés, anxieux, inquiets, à analyser en permanence. Leur cerveau fonctionne à 20-25, parfois 30 cycles par seconde, presque tout le temps. Et dans cet état, le corps ne peut pas guérir. Il est trop occupé à survivre. Pour guérir, tu dois apprendre à descendre consciemment en θ, tout en restant éveillé. Tu dois accéder à l'état de réparation profonde sans t'endormir. C'est exactement ce que j'ai appris pendant mes 9 semaines de récupération. Une femme nommée Rosa est venue à mon atelier à Barcelone. Elle souffrait de sclérose en plaques depuis 7 ans. Elle avait perdu la sensibilité dans ses jambes. Sa vision s'était détériorée. Elle marchait avec une canne. Les neurologues lui avaient dit que la maladie était dégénérative et que elle ne pouvait que s'y aggraver. La première chose que j'ai observée, ce sont ces ondes cérébrales. Même assise en silence, les yeux fermés, son cerveau fonctionnait à 23 cycles par seconde. Bêta élevé, son esprit ne se reposait jamais, toujours en train de penser, de s'analyser, de s'inquiéter. Même pendant son sommeil, son cerveau descendait à peine en alpha. Elle n'atteignait presque jamais le θ profond. Je lui ai expliqué quelque chose qui l'a profondément marqué. Rosa, ton corps n'a pas eu une seule occasion de se réparer depuis 7 ans. Ton cerveau n'entre jamais dans l'état où la guérison est possible. Ce n'est pas que ton corps ne peut pas guérir, c'est que tu ne lui as jamais donné les conditions pour le faire. Je lui ai enseigné une pratique spécifique pour entraîner son cerveau à descendre consciemment en θ. Elle s'appelle la respiration lente avec attention focalisée. Le processus est simple, mais il demande une pratique quotidienne. D'abord, s'asseoir confortablement et fermer les yeux. Ensuite, commencer à respirer très lentement. Inspirer en comptant jusqu'à 6. Retenir le faire pendant 2 secondes. Expirer en comptant jusqu'à 6. Retenir à nouveau pendant 2 secondes. Ce rythme de respiration ralentit automatiquement les ondes cérébrales. Pendant que tu respires, tu portes ton attention sur l'espace derrière tes yeux. Tu ne penses à rien. Tu ressens simplement cet espace. Si des pensées apparaissent, tu les laisses passer, sans t'y accrocher. Puis tu reviens à l'espace derrière les yeux et à la respiration lente. Après 10 ou 15 minutes, si tu le fais correctement, quelque chose change. Tu as l'impression de flotter, le corps devient lourd, mais l'esprit devient léger. Les pensées ralentissent, elles passent. C'est le θ. Tu es entré dans l'état de réparation. Rosa a pratiqué cela 30 minutes chaque matin et 30 minutes chaque soir. Les premières semaines ont été frustrantes. Son esprit hyperactif refusait de se calmer. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Elle atteignait le θ plus facilement. Elle reconnaissait cet état de flottement. Au bout de 3 mois, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La sensibilité est revenue dans ses jambes. De petites zones, engourdies depuis des années, recommençaient à ressentir. Au bout de 6 mois, elle a abandonné sa canne. 1 an plus tard, son neurologue a demandé de nouvelles IRM. Parce qu'il ne pouvait pas croire les résultats cliniques. Les lésions dans son cerveau avaient diminué, ce que la médecine considère comme impossible dans la sclérose en plaques. Rosa n'avait pris aucun nouveau médicament. Elle avait simplement appris à changer ses ondes cérébrales. Elle avait donné à son corps l'état dont il avait besoin pour se réparer. Ton cerveau a la capacité de guérir ton corps, mais seulement quand il fonctionne à la bonne fréquence. La majorité des gens n'y accèdent jamais. Ils vivent et meurent en bêta, sans savoir que la guérison se trouvait à une fréquence de distance. Chapitre 7. L'is-émotion qui guérit et l'is-émotion qui détruit. Après avoir étudié des milliers de cas de guérison et des milliers de cas de maladie, j'ai découvert un schéma qui ne se trompe jamais. Les personnes qui guérissent partagent un type précis d'émotion. Celles qui restent malades en partagent un autre, peu importe la maladie. Peu importe la technique utilisée, l'émotion dominante dans le corps détermine si la guérison a lieu ou non.
Les émotions qui détruisent, nous les connaissons tous. La peur, la colère, le ressentiment, la frustration, la culpabilité, la honte, la jalousie, l'impatience. Toutes ces émotions ont un point commun. Ce sont des émotions de survie. Elles activent ton système nerveux sympathique. Elles disent à ton corps qu'il y a un danger, qu'il doit se préparer à combattre ou à fuir. Quand tu ressens ces émotions, ton corps produit du cortisol et de l'adrénaline. Ton cœur s'accélère. Ta respiration devient superficielle. Le sang quitte tes organes internes. Ton système immunitaire se affaiblit. Tes gènes de réparation se désactivent. Ton corps cesse de se réparer parce que il est trop occupé à survivre. Le problème, c'est que la majorité des gens vivent dans ces émotions, non pas pendant quelques minutes, mais pendant des années, parfois des décennies. Chaque jour passé dans la peur ou le ressentiment est un jour où le corps ne peut pas guérir. Chaque jour est un jour où la maladie avance sans résistance. Les émotions qui guérissent sont totalement différentes. La gratitude, l'amour, la joie, la compassion, l'émerveillement, la paix, le sentiment de liberté. Ces émotions activent ton système nerveux parasympathique, le système du repos et de la réparation. Quand tu ressens ces émotions, ton corps produit de l'ocytocine, de la sérotonine, de la dopamine. Ton cœur se régule, ta respiration se approfondit. Le sang revient vers tes organes, ton système immunitaire se renforce, tes gènes de guérison s'y activent. Mais il y a quelque chose de crucial à comprendre. Penser à ces émotions ne suffit pas. Tu dois les ressentir dans ton corps. Il y a une différence immense entre penser à la gratitude et ressentir la gratitude physiquement. La pensée se produit dans ta tête. Les émotions se produisent dans tout ton corps. Et ce sont les émotions qui envoient les signaux à tes cellules. Un homme nommé Eduardo est venu à mon atelier à Buenos Aires avec un cancer de la prostate avancé. Les médecins lui avaient donné 1 an à vivre. Il avait essayé la chimiothérapie. Il avait essayé la radiothérapie. Rien ne avait fonctionné. Il est arrivé désespéré, prêt à tenter n'importe quoi. La première chose que j'eus remarqué, c'était son état émotionnel. Il était furieux, furieux contre Dieu, furieux contre les médecins, furieux contre son corps, furieux contre sa femme, furieux contre la vie elle-même. Je lui ai dit quelque chose qu'il n'attendait pas. Eduardo, ta colère te tue plus vite que le cancer. Chaque jour que tu passes en colère est un jour où ton corps ne peut pas se défendre. Ton système immunitaire est paralysé par le cortisol constant. Tes cellules tueuses naturelles ne fonctionnent plus. Il m'eut fait regarder avec encore plus de colère. Il m'eut demandé comment il pouvait ne pas être furieux, alors qu'il était en train de mourir. Je lui ai répondu quelque chose qui l'a arrêté net. Je lui ai dit qu'il avait le choix. Il pouvait avoir raison dans sa colère, ou il pouvait avoir la vie. Mais il ne pouvait pas avoir les deux. Je lui ai enseigné la pratique la plus difficile qui soit. Générer de la gratitude quand tout dans ta vie semble justifier le contraire. Pas une gratitude fausse, pas une gratitude forcée, une gratitude réelle. Pour des choses simples et vraies. L'éther dans ses poumons, le battement de son cœur, le soleil sur son visage, la main de sa femme. Des choses qu'il ne remarquait plus, parce que fille était trop occupée à être furieux. La pratique était simple, mais brutale. 3 fois par jour, pendant 10 minutes, Eduardo devait s'asseoir en silence, fermer les yeux et générer activement de la gratitude, pas y penser, la ressentir dans sa poitrine, la laisser s'étendre dans tout son corps, jusqu'à ce que son cœur batte différemment, jusqu'à ce que sa respiration change. Les premiers jours ont été agonisants. À chaque tentative de gratitude, la colère revenait. À chaque recherche de paix, le ressentiment surgissait. Mais il a continué. Minute après minute, jour après jour. Au bout de 2 semaines, quelque chose a changé. Il pouvait maintenir la gratitude pendant 1 minute entière, sans être interrompu par la colère. Au bout de 4 semaines, il pouvait la maintenir 5 minutes. Au bout de 8 semaines, la gratitude était devenue son état dominant. Il n'avait plus besoin de la chercher. Elle était là. Ses analyses de sang ont commencé à changer. Ses marqueurs tumoraux diminuaient. Son oncologue était perplexe. La maladie qui avait résisté à toutes les interventions médicales était en train de reculer. Eduardo n'est pas mort 1 an plus tard. 6 ans ont passé depuis cet atelier. Il est toujours en vie, toujours libre de cancer. Et il pratique la gratitude chaque jour, comme si sa vie en dépendait. Parce que elle en dépend. J'ai vu ce schéma se répéter des centaines de fois. Les personnes qui réussissent à changer leur état émotionnel dominant de la survie vers la gratitude sont celles qui guérissent. Celles qui restent prisonnières de la peur, de la colère ou du ressentiment ne guérissent pas. Peu importe le nombre de techniques qu'elles appliquent, l'émotion n'est pas une conséquence de la guérison, elle en est la cause.
changer ce que tu ressens, change ce que ton corps peut faire. C'était aussi simple que cela, et aussi difficile. Chapitre 8. Le champ quantique de guérison. Ce que je vais te révéler maintenant est ce qu'il y a de plus difficile à accepter pour l'esprit rationnel. Mais c'est aussi ce qui explique les guérisons les plus extraordinaires que j'ai pu observer. Il existe un champ d'énergie et d'information qui relie tout dans l'univers. Les physiciens le appellent le champ quantique. Les mystiques l'ont appelé l'éther ou la source. Le nom n'est pas si importance. Ce qui compte, c'est que tu peux apprendre à y accéder. Et quand tu y accèdes, les règles normales de la biologie cessent de s'appliquer. Laisse-moi d'abord t'expliquer ce qu'est ce champ. La physique quantique a démontré quelque chose qui semble impossible. Au niveau subatomique, les particules n'existent pas dans un endroit précis tant qu'elles ne sont pas observées. Avant l'observation, elles existent comme des ondes de probabilité, des possibilités pures, des possibilités infinies. C'est la conscience de l'observateur qui fait s'effondrer l'onde en une particule concrète. Cela signifie quelque chose de révolutionnaire. Au niveau le plus fondamental, la réalité n'est ni solide ni fixe. C'est un océan de possibilités, attendant d'être sélectionné par la conscience. Et ton corps, même s'il semble solide, est composé de ces mêmes particules quantiques. Ce qui veut dire que ton corps est lui aussi, à un certain niveau, un champ de possibilités. La majorité des gens n'accèdent jamais à ce niveau. Ils s'identifient totalement à leur corps physique, à leur maladie, à leur diagnostic. Quand ils pensent à eux-mêmes, ils pensent en termes de matière, de tumeurs, de cellules endommagées, de fer-organes qui défaillent, et en se concentrant constamment sur la matière malade, ils continuent de recréer la même réalité, encore et encore. Mais il existe une autre manière d'exister. Tu peux apprendre à te détacher temporairement de ton identification au corps physique. Tu peux apprendre à devenir pure conscience, sans corps, sans espace, sans temps. Dans cet état, tu accèdes au champ quantique, le champ où tout est possible. Et depuis cet état, tu peux choisir de faire s'effondrer une réalité différente. Je sais que cela paraît abstrait, mais je sais vu trop de résultats pour en douter. Une femme nommée Monica est venue à mon atelier avancé en Arizona. Elle avait une tumeur cérébrale inopérable. Les chirurgiens avaient déclaré que sa localisation rendait toute intervention impossible. Il lui restait quelques mois à vivre, selon tous les pronostics. Mais Monica avait quelque chose de différent. Elle n'y avait pas peur. Elle n'y était pas en colère. Elle était entrée dans un état étrange de paix totale. Elle m'a dit qu'elle avait accepté la possibilité de mourir, mais qu'avant de mourir, elle voulait vivre une expérience. Elle voulait toucher le champ quantique. Même une seule fois, je lui ai enseigné la méditation la plus avancée que je connaisse. Elle s'y appelle le point zéro. L'objectif est de perdre complètement la notion de ton corps, de ton identité, de ta position dans l'espace, de ta position dans le temps. Devenir rien. Et depuis ce rien, se connecter au champ où tout est possible. La technique demande une préparation. D'abord, tu portes ton attention sur l'espace occupé par ton corps. Mais au lieu de sentir le corps, tu ressens l'espace. Ensuite, tu élargis ton attention à l'espace autour de ton corps, puis à l'espace de toute la pièce, puis à l'espace infini dans toutes les directions. À un moment donné, si la pratique est suffisamment profonde, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu perds la sensation d'avoir un corps, tu perds la sensation d'être quelque part, tu perds même la sensation du temps. Il ne reste plus que la conscience pure, une attention sans objet, un être sans forme. Monica a pratiqué cette méditation pendant des heures chaque jour. Le 3e jour de l'atelier, quelque chose s'est produit que je n'oublierai jamais. Nous étions en méditation de groupe, et soudain, elle a commencé à pleurer silencieusement. Mais ce n'était pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes d'extase. Plus tard, elle m'a expliqué ce qu'elle avait vécu. Elle s'était complètement dissoute. Elle n'y était plus Monica. Elle n'y était plus un corps avec une tumeur. Elle était tout, et rien à la fois. Dans cet état, elle a ressenti une certitude absolue. La certitude qu'elle pouvait choisir n'importe quelle réalité, que la maladie n'était qu'une possibilité parmi d'autres, et que celle pouvait en choisir une différente. Aussi simplement que de changer de chaîne à la télévision. Elle a choisi la possibilité d'être complètement saine. 3 semaines après l'atelier, Monica a passé une nouvelle IRM. Elle m'était appelée en pleurs. La tumeur avait disparu, pas réduite, pas en rémission, disparu. Les radiologues ont pensé à une erreur. Ils ont refait l'examen 3 fois.
Il n'y avait aucune trace de la tumeur. Je ne peux pas expliquer scientifiquement ce qui s'est produit. Aucun modèle médical conventionnel ne peut l'expliquer. Mais le champ quantique n'obéit pas aux règles de la médecine conventionnelle. Il obéit à des règles que nous commençons à peine à comprendre. Ce que je sais, c'est ceci. Quand tu cesses de t'identifier à ton corps malade, quand tu accèdes au champ de toutes les possibilités, ce qui semblait impossible devient possible. Ton corps cesse d'être une matière figée et redevient ce qu'il a toujours été. De l'énergie qui s'organise selon l'information qu'elle reçoit. Change l'information et tu changes l'organisation. Change la conscience et tu changes le corps. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. Une physique que la médecine n'accepte pas encore. Chapitre 9. Des cas impossibles dont j'ai des témoins. Il existe des cas que je ne raconte jamais lors de mes conférences publiques. Pas parce qu'ils ne sont pas réels, mais parce qu'ils sont si extraordinaires que la plupart des gens ne les croiraient tout simplement pas. Ici, je peux être totalement honnête. Je peux te raconter ce que j'ai vu de mes propres yeux. Des cas qui défient tout ce que la médecine considère comme possible. Le premier cas s'est produit lors d'un de mes ateliers avancés à Cancun, il y a 8 ans. Une femme nommée Esperanza est arrivée en fauteuil roulant. Elle avait 47 ans et elle était paralysée de la taille vers le bas depuis 9 ans à la suite d'un accident de voiture. Les médecins avaient confirmé que sa moelle épinière était sectionnée. Il n'y avait aucune possibilité médicale qu'elle remarche. Aucune. Esperanza n'est pas venue à l'atelier pour marcher à nouveau. Elle est venue pour trouver la paix avec sa condition. Elle voulait cesser de se sentir victime. Elle voulait apprendre à vivre avec joie, malgré le fauteuil roulant. Cette attitude, je l'ai compris plus tard, a été cruciale. Le 3e jour de l'atelier, pendant une méditation de groupe très profonde, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Esperanza était dans un état θ extrêmement profond. Son cerveau fonctionnait à moins de 4 cycles par seconde, pratiquement endormie, mais totalement consciente. Soudain, ses jambes ont commencé à trembler. Au début, je ai pensé à un spasme involontaire, quelque chose de fréquent chez les personnes atteintes de lésions de la moelle. Mais les tremblements ont augmenté. Ils sont devenus des mouvements que fait-elle contrôler. Esperanza a ouvert les yeux avec une expression de choc absolu. Elle pouvait sentir ses jambes. Pour la première fois depuis 9 ans, elle pouvait les sentir. Ce qui s'est produit ensuite est enregistré en vidéo. Esperanza, en pleurs, s'est levée de son fauteuil roulant. Ses jambes tremblaient violemment, mais elle la soutenait. Elle a fait un pas, puis un autre. Elle a marché sur 5 mètres, puis elle est tombée à genoux, pas par faiblesse, mais sous l'effet de les émotions. Les neurologues qui ont examiné son cas par la suite n'ont rien pu expliquer. Les images montraient toujours la même lésion de la moelle épinière. Aucune régénération visible. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, les signaux nerveux passaient. Quelque chose avait créé un nouveau chemin. Un chemin que l'anatomie ne pouvait pas expliquer. Le 2e cas est encore plus difficile à croire. Un homme nommé Roberto est venu à mon atelier à Barcelone, aveugle de l'œil gauche. Il avait perdu la vision 3 ans plus tôt à cause d'un décollement de la rétine maltraité. Les ophtalmologues avaient confirmé que la rétine était totalement endommagée, irréversible, impossible à réparer. Roberto était sceptique. Il doutait de tout ce que je lui enseignais. Il était venu uniquement parce que sa femme l'y avait forcé. Les 2 premiers jours, il a résisté. Il a questionné. Il a douté. Mais le 3e jour, quelque chose a changé. Pendant une méditation particulièrement intense, il a cessé de résister. Il s'est abandonné complètement à l'expérience. Plus tard, il m'eut à raconter ce qu'il avait vécu. Il a dit que, pendant la méditation, il avait vu une lumière brillante dans son œil aveugle. Il ne le a pas imaginé. Il l'eut vu. Il a pensé qu'il hallucinait, mais quand il a ouvert les yeux, la lumière était toujours là. Il pouvait distinguer des formes floues avec un œil qui était aveugle depuis 3 ans. Dans les semaines qui ont suivi, sa vision a continué à s'améliorer. Il ne va pas retrouver 100% de la vue, mais il a récupéré environ 60% de la vision dans un œil que la médecine avait déclaré définitivement perdu. Son ophtalmologue a refait les examens 4 fois. Il n'arrivait pas à croire les résultats. Le 3e cas m'est arrivé personnellement il y a 5 ans. J'eus développé une arythmie cardiaque sévère. Mon cœur battait de manière erratique, parfois trop vite, parfois en sautant des battements. Les cardiologues m'ont dit que j'avais besoin d'un pacemaker, que mon nœud sinusal était défaillant et que il n'y avait pas 10 autres solutions. J'ai décidé d'appliquer tout ce que j'enseignais depuis des décennies. Pendant 3 mois, j'ai médité 4 heures par jour, en me concentrant spécifiquement sur mon cœur. Je visualisais le nœud sinusal fonctionnant parfaitement. Je générais une gratitude intense envers mon cœur. Je tentrais dans des états θ profonds
et j'envoyais des instructions claires de régulation. Au 4e mois, l'arythmie avait complètement disparu. Mon cardiologue a refait tous les examens. Le nœud sinusal, censé être défaillant, fonctionnait désormais avec une précision parfaite. Nous avons annulé la pause du pacemaker. 5 ans ont passé depuis. Mon cœur bat toujours avec un rythme parfait. Je pourrais te raconter des dizaines d'autres cas. Une femme atteinte de lupus qui a complètement inversé la maladie. Un homme atteint de Parkinson dont les tremblements ont disparu. Une enfant diabétique de type 1 dont le pancréas a recommencé à produire de l'insuline. Des cas que la médecine appelle impossibles et que je t'appelle moi des preuves de ce que le corps humain peut faire quand l'esprit sait comment le diriger. Tout le monde ne guérit pas. Je dois être honnête. J'ai vu des personnes tout faire correctement sans obtenir les résultats espérés. La guérison comporte encore des mystères que je ne comprends pas totalement. Mais j'ai vu suffisamment de cas impossibles devenir réels pour être certain d'une chose. Les limites imposées par la médecine ne sont pas les véritables limites du corps humain. Ce sont seulement les limites de ce que la médecine comprend aujourd'hui. Le corps est capable de bien plus que ce que n'importe quel manuel médical n'admet. Et chaque cas impossible que je vois ne fait que me le confirmer. Chapitre 10. La technique complète de guérison. Tout ce que je t'ai enseigné jusqu'à présent sont des pièces d'un puzzle. Maintenant, je vais te donner le puzzle complet, la technique exacte, étape par étape. Celle que j'ai affinée pendant près de 4 décennies. La même que j'ai utilisée pour reconstruire ma colonne vertébrale. La même que des milliers de personnes ont utilisée pour guérir des maladies que la médecine avait déclarées incurables. Elle n'était pas compliquée, mais elle exige une discipline absolue. Elle exige une pratique quotidienne, sans excuse. Elle exige un engagement total. La plupart des gens échouent non pas parce que la technique ne fonctionne pas, mais parce qu'ils abandonnent trop tôt. Le corps a besoin de temps pour répondre. Il a besoin de répétitions constantes. Il a besoin que tu montres que tu es sérieux. La première étape est de choisir le bon moment. La technique fonctionne mieux 2 fois par jour. Immédiatement au réveil, lorsque ton cerveau est encore naturellement en onde θ. Et juste avant de t'endormir, lorsque ton cerveau redescend à nouveau vers l'état θ. Ce sont les moments où ton subconscient est le plus réceptif. Quand la porte est ouverte. La deuxième étape est la position. Assieds-toi confortablement, le dos droit, sur une chaise ou sur le sol. L'important est que ta colonne vertébrale soit alignée et que tu puisses rester immobile pendant au moins 30 minutes. Si tu t'y allonges, tu t'endormiras probablement. Tu dois être détendu, mais alerte. La troisième étape est la respiration. Commence par respirer lentement et profondément. Inspire en comptant jusqu'à 6. Retiens en comptant jusqu'à 2. Expire en comptant jusqu'à 6. Retiens à nouveau en comptant jusqu'à 2. Répète ce cycle pendant 5 minutes. Cette respiration ralentit automatiquement tes ondes cérébrales et commence à détendre ton système nerveux. La quatrième étape est le scan corporel. Porte ton attention sur le sommet de ta tête. Ressens cette zone pendant 10 secondes, puis descends vers ton front. 10 secondes. Tes yeux, tes joues, ta mâchoire, ton cou. Continue à descendre lentement à travers tout ton corps jusqu'aux pieds. Ne pense pas à chaque zone, ressens-la. Cet exercice peut durer 10 à 15 minutes. Ne le précipite pas. La cinquième étape est de devenir personne, nulle part, à aucun moment. C'était étape la plus difficile, mais aussi la plus importante. Une fois que tu as scanné tout ton corps, élargis ton attention à l'espace autour de toi. Ressens l'espace de la pièce, puis élargis encore. Ressens l'espace infini dans toutes les directions. Perds la notion de l'endroit où tu te trouves. Perds la notion de qui tu es. Perds la notion du temps. Deviens une conscience pure, sans forme. Tu sauras que tu y es parvenu lorsque tu auras l'impression de flotter. Lorsque tu perdras la sensation de avoir un corps. Lorsque le temps semblera disparaître. Lorsqu'il ne restera que l'attention pure, sans objet. Au début, cette étape peut durer quelques secondes. Avec la pratique, il peut durer plusieurs minutes. La sixième étape est la visualisation précise. Depuis cet état de conscience pure, commence à visualiser la partie de ton corps qui a besoin de guérison. Mais ne la visualise pas malade, visualise-la parfaitement saine. S'il s'agit d'une tumeur, visualise l'espace où elle se trouvait complètement propre. S'il s'agit d'un organe endommagé, visualise-le fonctionnant avec une perfection absolue. S'il s'agit de douleur, visualise cette zone libre de toute gêne. La clé est la précision. Plus ta visualisation est détaillée, plus elle est efficace. C'est pourquoi je recommande d'étudier l'anatomie de base de la zone que tu veux guérir. Ton cerveau ne peut pas reconstruire ce qu'il ne peut pas imaginer clairement. La septième étape est l'émotion élevée. Pendant que tu visualises ton corps parfaitement sain, génère l'émotion d'être déjà guéri. Pas l'espoir de guérir,
pas le désir de guérir. La gratitude profonde est d'être déjà guéri. Ressens cette gratitude dans ta poitrine. Laisse-la s'étendre dans tout ton corps. Ressens les larmes de joie. Ressens la liberté d'être complètement en bonne santé. Cette émotion est le signal qui dit à ton corps que la visualisation est réelle. Sans émotion, ton cerveau traite la visualisation comme une simple fantaisie. Avec une émotion intense, ton cerveau la traite comme une réalité et il commence à envoyer les signaux chimiques correspondants. La 8e étape est le lâcher-prise. Une fois que tu as visualisé et ressenti l'émotion intensément, lâche tout. Ne t'y accroche pas au résultat. N'analyse pas si cela fonctionne. Ne doute pas. Remets simplement ton intention au champ quantique et fais confiance au fait qu'elle sera manifestée. Ce lâcher-prise est crucial. Si accrocher crée de la tension. La tension bloque la guérison. La 9e étape est le retour progressif. Après être resté dans cet état pendant au moins 20 minutes, commence à revenir doucement. Ressens ton corps progressivement. Ressens tes mains, tes pieds, la chaise sur laquelle tu es assis. Quand tu es prêt, ouvre les yeux lentement. La 10e étape est la constance. Pratique cette technique chaque matin et chaque soir, sans exception. Peu importe comment tu te sens, peu importe si cela semble fonctionner ou non, peu importe si tu doutes, la répétition constante est ce qui reprogramme ton corps. Certaines personnes voient des résultats en quelques jours, des autres en quelques semaines, des autres en quelques mois. Mais ceux qui persistent avec une foi inébranlable sont ceux qui guérissent. Voici la technique complète. Il n'y a pas de secret caché. Il n'y a pas d'étape avancée que je garderai pour moi. Tout ce que je sais est ici. Il ne manque qu'une chose, que tu la pratiques avec le sérieux que mérite ta vie. Ton corps attend. La question est de savoir si tu es prêt à lui donner les instructions dont il a besoin. Chapitre 11. Pourquoi certains ne guérissent pas? Il serait malhonnête de ma part de te promettre que tout le monde guérit. Ce n'est pas vrai. J'ai vu des personnes faire tout correctement pendant des mois sans obtenir les résultats qu'elles espéraient. J'ai vu des personnes dotées d'une foi inébranlable mourir de la maladie qu'elles tentaient de guérir. Et j'ai dû affronter la question la plus difficile qui soit. Pourquoi certains guérissent et d'autres non? Après presque 4 décennies d'études de ce phénomène, j'ai identifié des schémas clairs, pas des garanties, des schémas. Des raisons pour lesquelles la guérison ne se produit pas, même lorsque la personne semble tout faire correctement. Les comprendre peut faire toute la différence entre réussir et échouer. La première raison est la plus courante. La personne dit qu'elle veut guérir, mais secrètement, elle tire un bénéfice de sa maladie. Cela paraît brutal, je le sais, mais c'est une vérité que peu de gens veulent entendre. La maladie apporte parfois ce que la santé n'apporte pas. De l'attention, une excuse pour ne pas travailler, la permission de éviter certains problèmes, une identité, un sens. Je sais connu un homme nommé Sergio. Il souffrait de douleurs chroniques au dos depuis 12 ans. Il avait tout essayé. Rien n'y avait fonctionné. En analysant sa situation en profondeur, quelque chose est apparu clairement. Depuis qu'il était malade, sa femme prenait soin de lui avec dévouement. Ses enfants lui rendaient visite constamment. Au travail, on lui avait allégé ses responsabilités. Tout le monde le traitait avec des égards particuliers. Je lui ai posé une question directe. Sergio, si demain tu te réveillais complètement guéri, qu'est-ce que tu perdrais? Il est resté silencieux longtemps. Puis il a admis qu'il perdrait l'attention de sa famille, qu'il perdrait l'excuse pour ne pas affronter un travail qu'il détestait, qu'il perdrait une identité qu'il avait construite pendant 12 ans. Inconsciemment, son corps savait que la maladie lui servait, et il refusait de la lâcher. La deuxième raison est l'addiction à la souffrance. Certaines personnes ont souffert si longtemps qu'elles ne savent plus exister autrement. La misère est devenue leur état familier. Le bonheur leur semble étrange, inconfortable, voire menaçant. Quand elles commencent à aller mieux, quelque chose en elles sabote le processus, parce que la santé leur paraît plus effrayante que la maladie. Une femme nommée Béatrice est venue à 3 de mes ateliers. À chaque fois, elle montrait des améliorations spectaculaires pendant l'événement. Et à chaque fois, quelques semaines plus tard, elle revenait exactement au même état de maladie. La 3e fois, je lui ai demandé ce qui se passait lorsqu'elle commençait à se sentir bien. Elle m'y a confié quelque chose de bouleversant. Quand la douleur disparaissait, elle ressentait un vide insupportable. Elle ne savait plus qui elle était sans sa maladie. Elle ne savait pas de quoi parler si elle ne pouvait pas parler de ses symptômes.
La douleur était horrible, mais au moins elle était familière. La troisième raison est le manque de constance. La guérison exige une répétition quotidienne. Elle exige une pratique régulière pendant des semaines, parfois pendant des mois. Beaucoup de personnes commencent avec enthousiasme, puis abandonnent après 2 semaines parce qu'elles ne voient pas de résultats immédiats. Elles ne comprennent pas qu'elles sont en train de reprogrammer des décennies de conditionnement, que le corps a besoin de temps pour répondre, que la persistance est aussi importante que la technique elle-même. La quatrième raison est de pratiquer depuis le mauvais état intérieur. Certaines personnes font la méditation correctement, avec les bonnes paroles. Mais depuis un état émotionnel de désespoir, elles tentent de guérir depuis la peur, depuis le manque, depuis le fait de vouloir quelque chose qu'elles n'ont pas. Et cette énergie de manque est exactement ce qu'elles continuent de manifester dans leur corps. La différence entre vouloir guérir et se sentir déjà guéri est immense. Vouloir quelque chose dit à ton cerveau que tu ne l'as pas. Ressentir de la gratitude pour quelque chose dit à ton cerveau que tu l'as déjà. J'ai vu des personnes méditer 4 heures par jour sans aucun résultat. Parce que chaque minute de leur pratique était imprégnée de désespoir au lieu de gratitude. La cinquième raison est lutte environnement toxique. Tu peux pratiquer parfaitement pendant 1 heure chaque matin. Mais si tu passes les 23 autres heures entouré de personnes négatives, à regarder des informations anxiogènes, à te plaindre de ta condition, à parler constamment de ta maladie, tu annules tout le travail accompli. La guérison exige un changement de vie complet, pas seulement une pratique isolée. La 6e raison est la plus mystérieuse, et celle que je comprends le moins. Il existe des personnes qui font tout correctement, qui n'ont aucun bénéfice caché à leur maladie, qui pratiquent avec constance et depuis le bon état émotionnel, qui ont assaini leur environnement. Et pourtant, elles ne guérissent pas. Je ne sais pas d'explication pour ces cas. Je ne peux que les accepter avec humilité. Il existe des mystères qui dépassent ma compréhension. Ce que je sais en revanche, c'est que la mort n'est pas nécessairement un échec. J'ai vu des personnes mourir dans une paix profonde après des mois de pratique. Des personnes qui n'ont pas guéri leur corps, mais qui ont guéri leur âme, qui ont lâché la peur de mourir, qui ont trouvé de la gratitude dans leurs derniers jours, qui sont partis entourés d'amour plutôt que de terreur. Cela aussi est une forme de guérison, même si ce n'est pas celle que nous espérions. Si tu pratiques et que tu ne vois pas de résultat, avant d'abandonner, examine-toi honnêtement. Y a-t-il un bénéfice caché dans ta maladie? Es-tu devenu dépendant de la souffrance? Es-tu réellement constant? Pratiques-tu depuis la gratitude ou depuis le manque? Ton environnement soutient-il ta guérison? Les réponses à ces questions peuvent révéler précisément ce qui bloque ton processus. Et une fois le blocage identifié, tu peux commencer à le dissoudre. La guérison est possible pour la majorité des personnes, mais elle exige une honnêteté brutale envers soi-même, une honnêteté que peu sont prêts à pratiquer. Chapitre 12. Devenir le placebo. Lorsque je me suis réveillé ce matin-là, 9 semaines après l'accident, j'ai su quelque chose qui allait changer le reste de ma vie. Ce n'était pas une force extérieure qui avait reconstruit ma colonne vertébrale. Ce n'était pas un miracle venu de lutte extérieure. C'était moi, mon esprit, mon intention, ma capacité à donner des instructions précises à mon propre corps. Je m'y étais transformé en mon propre placebo. Le mot placebo vient du latin et signifie « je plairai ». En médecine, un placebo est une substance sans aucun principe actif qui provoque pourtant une guérison, simplement parce que le patient croit qu'elle va fonctionner. Les médecins considèrent cela comme un problème, une anomalie gênante qui fausse les études. Moi, je le vois comme la preuve la plus claire du pouvoir que nous portons tous en nous. Réfléchis-y un instant. Un simple comprimé de sucre peut guérir de vraies maladies si la personne croit fermement qu'il s'agit d'un médicament puissant. Des chirurgies fictives, où le chirurgien se contente de faire une incision sans opérer réellement, on produit les mêmes améliorations que de vraies opérations. Le corps ne guérit pas grâce à l'intervention extérieure. Il guérit grâce à la croyance intérieure. Qu'est-ce que cela nous dit sur l'origine réelle de la guérison? Cela nous dit que la pharmacie la plus puissante de l'univers se trouve à l'intérieur de ton propre corps. Cela nous dit que ton cerveau peut produire n'importe quelle substance chimique dont tu as besoin, à condition de recevoir les bonnes instructions. Cela nous dit que la guérison n'a jamais été à l'extérieur, elle a toujours été à l'intérieur. Tu devais simplement apprendre à le activer. Devenir le placebo signifie éliminer l'intermédiaire. Tu n'as pas besoin du comprimé de sucre. Tu n'as pas besoin de la fausse chirurgie. Tu n'as pas besoin d'un rituel extérieur pour croire en ta guérison. Tu peux générer cette croyance directement avec ton esprit. Tu peux produire les substances chimiques de guérison sans aucune substance externe. Tu peux devenir la cause de ta propre guérison, au lieu d'attendre que quelque chose d'extérieur te sauve. Le jour où je me suis levé de ce lit et où j'ai marché pour la première fois,
j'ai compris que j'avais découvert quelque chose de trop important pour le garder pour moi. Je devais le partager. Je devais enseigner aux autres ce que j'avais appris durant ces 9 semaines de solitude et de douleur. Je devais démontrer scientifiquement que ce n'était ni de la foi aveugle ni de la pensée magique, mais une capacité réelle. J'ai passé les 40 années suivantes à faire exactement cela. J'ai étudié les neurosciences. Je t'ai étudié la physique quantique. Je sais étudier l'épigénétique. J'ai cherché des explications scientifiques à ce que j'avais vécu personnellement. Puis j'osais commencer à enseigner. Des sabords à de petits groupes, puis à des centaines de personnes, puis à des milliers. Aujourd'hui, à des dizaines de milliers de personnes dans des ateliers à travers le monde. J'osais tout documenter avec rigueur. Des mesures de fonds cérébrales avant et après, des analyses de sang montrant des changements dans l'expression génétique, des IRM montrant des tumeurs qui disparaissent, des électrocardiogrammes montrant des cœurs qui se régulent, des témoignages de médecins incapables d'expliquer ce qu'ils avaient observé. Ce n'était pas une théorie, c'est de l'évidence. Mais la preuve la plus importante ne se trouve pas dans mes dossiers. Elle se trouve dans les personnes qui ont appliqué ces principes et qui ont transformé leur vie. L'homme qui a inversé son diabète en 3 mois. La femme qui a éliminé un cancer du sein sans chimiothérapie. L'enfant autiste qui a commencé à parler après que sa mère a pratiqué ces techniques avec lui. Des histoires que je reçois chaque semaine venant du monde entier. Chacune de ces histoires me confirme la même chose. Le corps humain possède une capacité de guérison bien supérieure à ce que la médecine conventionnelle reconnaît. Cette capacité est endormie chez la plupart des gens, parce que personne ne leur a appris comment la réveiller. Mais lorsque celle-ci t'éveille, lorsque celle est activée consciemment, les résultats défient tout ce que nous pensions possible. Toi qui es arrivé jusqu'ici, toi qui as écouté tout ce que j'avais à t'enseigner, tu as maintenant un choix à faire. Tu peux fermer ce livre audio et continuer à vivre exactement comme avant. Tu peux rejeter tout cela comme une fantaisie et continuer à remettre ton pouvoir entre les mains des médecins, des médicaments, des forces extérieures. Personne ne t'en voudra. C'est ce que fait la majorité des gens. Ou tu peux choisir autre chose. Tu peux choisir de devenir le placebo. Tu peux choisir de prendre une responsabilité totale pour ta propre santé. Tu peux choisir de pratiquer chaque jour avec discipline et foi les techniques que je t'ai transmises. Tu peux choisir de découvrir par toi-même de quoi ton corps est capable lorsque ton esprit sait comment le diriger. Je ne peux pas te garantir des résultats. Personne ne le peut. Le corps recèle encore des mystères que je ne comprends pas entièrement. Mais je peux te garantir une chose. Si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais ce qui était possible. Et cette ignorance serait la plus grande tragédie de toutes. Le corps qui t'écoute en ce moment même a le pouvoir de se guérir. Il a attendu toute ta vie que tu apprennes à communiquer avec lui. Tu as appris le langage, tu as reçu les techniques. Tu as entendu les témoignages qui prouvent que cela fonctionne. Il ne manque plus qu'une chose, toi, ton engagement, ta pratique quotidienne. Ta foi inébranlable, ta décision de ne plus être la victime de ton corps, mais de devenir le maître. Le chemin est devant toi, j'avais fait tout ce que je pouvais faire, je vous ai partagé tout ce que je sais. Maintenant, c'est à toi. Ton corps attend des instructions, ton esprit a le pouvoir de les donner. La seule question qui reste est celle-ci. Auras-tu le courage de devenir ton propre miracle? Ce premier pas dépend entièrement de toi.